Alors c'est avec joie et bonheur, un grand plaisir, que je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Schreiber, qui est professeur à l'Université de Bruxelles, qui est directeur de recherche au Fonds national belge de la recherche scientifique, qui a été directeur du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de la même université que je viens de citer, et qui est surtout, je dirais, l'auteur d'une abondante bibliographie. On peut, en gros, de manière un petit peu schématique, diviser son œuvre en deux grandes parties. Pendant les 7 premières années de sa carrière, il a publié essentiellement des ouvrages consacrés au judaïsme et aux juifs en Belgique. Je citerai quelques livres. 1995, Politique et religion, le consistoire central israélite de Belgique au XIXe siècle. Sauf erreur de ma part, c'était ta thèse de doctorat? Non? Une partie. En 1996, l'année qui a suivi, l'immigration juive en Belgique du Moyen-Âge à la Première Guerre mondiale. En 2000, judaïsme et franc-maçonnerie, histoire d'une fraternité. 2002, dictionnaire biographique des juifs de Belgique. Il devait s'agir, je suppose, d'une direction d'ouvrage. Non, voilà. Ah, bah alors c'est encore plus courageux, parce que c'était extrêmement rare de publier un dictionnaire à soi tout seul. Presque seul. Presque seul, voilà, presque seul. Et alors, à partir de ce moment-là, on pourrait dire que les ouvrages qui vont se succéder vont porter sur différentes thématiques, mais toujours liées à la question de l'égalité, de la diversité culturelle, de la laïcité, sans parler des multiples directions d'ouvrages. Donc je ne vais pas faire une longue liste ici, parce que ça pourrait être une litanie. Je crois qu'on pourra trouver très facilement sur Internet la liste complète des œuvres de Jean-Philippe Schreiber. Nous avons convenu tous les deux aujourd'hui que Jean-Philippe Schreiber allait aborder la question de la gestion par les États actuels, en particulier dans l'Union européenne, des cultes et des convictions. Alors c'est évidemment un sujet tout à fait essentiel, un sujet d'actualité. Et donc Jean-Philippe, je vais donc t'interroger sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, à commencer tout d'abord par le cadre géographique et institutionnel dans lequel tu vas pouvoir expliquer ton propos, c'est-à-dire essentiellement l'Union européenne, si j'ai bien compris, principalement en tout cas, principalement. Il y sera question comment dirais-je, du financement des cultes. Il y sera question également de la manière dont ces cultes et convictions sont gérés peut-être de manière différenciée dans les différents États de l'Union européenne, si c'est bien le cadre dans lequel tu vas te mouvoir. Voilà, c'est principalement les grands thèmes qui vont être abordés, mais de toute façon, n'hésite pas à lancer des pistes et bien entendu, je rebondirai dans mes questions au départ de tes réponses, si ça te va. Voilà. Alors pourquoi t'être intéressé à ce sujet? Alors pourquoi m'être intéressé à ce sujet? C'est vrai que, à titre personnel, tu l'as rappelé, j'ai consacré la première partie de ma carrière à travailler sur le judaïsme ouest européen, sur la manière dont les juifs qui, sous l'Ancien Régime, ne jouissaient pas d'un statut comparable au reste de la population et ont accédé à la citoyenneté par le truchement de la Révolution française et de ses effets, mais qui ont mis quelquefois un siècle à être disséminés sur l'ensemble du continent européen. Ça m'a permis de me rendre compte d'abord à quel point le facteur religieux était un facteur
essentiel pour comprendre l'évolution de nos sociétés modernes et contemporaines. Et deuxièmement, cela m'a aussi amené à m'intéresser à la gestion de la diversité. Les Juifs sont exemplaires dans leur trajectoire collective tout au long des 19e et 20e siècles, et en conséquence, bien sûr, de l'évolution des choses qui se dessinent déjà au 18e, les Juifs sont exemplaires de la manière dont une minorité, qui est considérée à la fois comme une minorité religieuse, mais également comme une minorité ethnique, à la fois elle-même met en œuvre une série de mécanismes, d'outils qui ont pour effet de s'adapter à la modernité, de s'adapter aux sociétés d'accueil en tentant de ne rien perdre de son essence, de son identité. Et en même temps, les Juifs sont exemplaires aussi de la façon dont les États eux-mêmes ont intégré des minorités et ont travaillé à ce que l'égalité devienne un mot d'ordre dans des sociétés qui étaient autrefois extrêmement fractionnées. Et l'histoire de notre modernité, l'histoire de nos sociétés contemporaines, c'est, je dirais, une tension entre, d'une part, la volonté de travailler à la citoyenneté et à l'égalité, mais dans le même temps, on le voit bien, et on le voit notamment à travers le statut qui aujourd'hui est accordé au culte, aux convictions et aux différences essentielles qui se manifestent en la matière dans les États européens, c'est qu'il y a tout de même quelque chose qui reste de la différence. Donc on est dans une tension entre la citoyenneté et l'égalité, et malgré tout, une différence qui subsiste et qui a été réactivée en quelque sorte par un élément qui est essentiel pour comprendre l'évolution récente de nos sociétés, à savoir l'émergence de l'islam sur le théâtre européen. Voilà, c'est mon intérêt personnel, disons, s'est trouvé en... Mon intérêt personnel pour l'histoire des Juifs, que j'avais donc entretenu au début de ma carrière, s'est trouvé en convergence avec une tentative de comprendre à quel point le facteur religieux dans nos sociétés n'avait pas disparu au gré de la sécularisation de ces sociétés, mais que malgré la sécularisation, cette question est restée extrêmement brûlante, extrêmement vivace, de sorte qu'aujourd'hui, souvent, elle fait la une de l'actualité, elle est au cœur de débats très aigus, très sensibles et très complexes. Merci beaucoup. Alors, au départ de ce que tu viens de dire, il y a évidemment déjà plusieurs pistes qui s'ouvrent à moi pour la suite de l'interview. Tu es parti au départ de la question de l'émancipation, ce qu'on appelait l'émancipation des Juifs, à partir de la fin du XVIIIe siècle, en France en particulier, mais il y a des édits de tolérance, par exemple dans nos régions aussi, 1781, est-ce que ça concerne les Juifs déjà à l'époque de Joseph II ou pas? Alors là, une petite voilà, rectification historique, c'est-à-dire que l'édit de tolérance de Joseph II concerne les Juifs, mais pas dans nos régions. Il concerne voilà. les Juifs en Europe centrale, mais pas dans les territoires des Pays-Bas autrichiens. Entendu. C'est anecdotique, hein, oui, mais ils n'étaient pas très nombreux à l'époque sur les territoires qui ont fait la Belgique par la suite. Un des intérêts majeurs de ces entretiens, et je le dirais à titre purement égoïste, pour moi, c'est d'avoir aussi des cours particuliers. Donc voilà, donc je ne m'étais pas appesanti du tout sur cette question-là, mais bon voilà, je suis ici aussi pour apprendre. Alors, il y a cet élément-là. Bon, ça, c'était une question qui suscitait une réponse effectivement ponctuelle, mais qui s'inscrit donc par rapport à ce mouvement que l'on a appelé l'émancipation, je crois, quand même, pour les Juifs au XIXe siècle. Et puis, bon, on sait en fait quand même en quoi ce problème d'intégration a posé des problèmes. On a tout de suite évidemment en tête la question de l'Allemagne au XXe siècle, alors que l'Allemagne n'était pas un pays particulièrement antisémite quand on le compare par exemple à la France aussi, hein, où là, bon, il y avait eu quand même l'affaire Dreyfus, hein, il faut quand même peut-être le rappeler. Alors, il y a une deuxième question ou un deuxième problème qui me vient à l'esprit. Tu as évoqué, d'une part, au fait deux religions. Donc, d'une part, les Juifs et d'autre part, les musulmans. Le problème, je suppose, ne se pose pas de la même manière, dans la mesure où pour les Juifs sont liés à l'idée d'un
peuple juif, alors que les musulmans recouvrent des tas de nations différentes, même si on parle de nations musulmanes, ça recouvre des tas de peuples différents. Donc j'imagine que l'abord de la religion juive liée à un peuple particulier, même s'il y a, voilà, ne se pose pas peut-être tout à fait de la même manière que la question de l'islam. Et alors, troisième élément sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes par la suite, c'est la question de l'abord en particulier dans notre pays, la Belgique, qui est un État où la laïcité, à ma connaissance, n'est pas inscrite dans la Constitution, à l'inverse de la France, par exemple, et où, finalement, on est dans une situation quand même assez particulière, parce que c'est un État qui se veut très tolérant et pluraliste dans les rapports que l'État entretient avec les différents cultes et avec les différentes convictions, puisqu'on en est arrivé tout à fait récemment à avoir un cours tout à fait particulier, puisque à côté, je ne sais pas, des 6 religions, je crois, qui sont reconnues dans leur enseignement, dans l'enseignement primaire, en tout cas secondaire, il y a maintenant donc un cours qu'à un moment donné on a appelé le cours de rien, et puis qui est devenu le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces rapports particuliers en Belgique où on parle souvent de compromis à la belge, et on parle souvent également du fait que la Belgique est un pays surréaliste. Et là, je crois que cette notion de compromis et de surréalisme peuvent paraître effectivement telles aux yeux d'un Français jacobin centralisateur. Voilà un programme de discussion qui est ambitieux. Donc je vais reprendre les choses dans l'ordre, et c'est vrai qu'on va pouvoir peut-être aller du général vers le particulier. Première question que tu as évoquée, c'est cette émancipation des Juifs. Alors on ne va pas s'attarder sur la question des Juifs et du judaïsme dans l'histoire européenne, mais c'est vrai que d'une certaine façon, il y a là quelque chose qui a été initié, qui montre comment l'Europe, qui ne se construit pas encore comme fédération politique, mais où se dessinent néanmoins des convergences à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais déjà en réalité depuis le milieu du XVIIe au lendemain des traités de Westphalie, l'Europe s'est occupée de ce que les antisémites ont appelé la question juive, d'une manière telle qu'il y a peut-être quelque chose là qui s'ébauche comme une matrice de la manière que l'on a eu d'intégrer les minorités. Et il y a eu, pour revenir à ta question, il y a eu 2 phénomènes distincts, mais qui ont mené pratiquement au même résultat. Une émancipation révolutionnaire, qui est le choix de la France qui bascule de l'ancien régime vers une modernité politique extraordinaire du fait de sa révolution de 1789, et en conséquence de cela, les Juifs sont émancipés par une loi, 1791, la France révolutionnaire adopte l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire l'accès des Juifs désormais à tous les droits civils et politiques qui sont octroyés aux autres citoyens. C'est une émancipation révolutionnaire. En revanche, d'autres régions de l'Europe, d'autres pays, vont faire le choix d'une émancipation qui sera une émancipation réformiste ou réformatrice, à savoir qu'elle va s'échelonner à travers une série de dispositions successives qui vont en plusieurs décennies permettre l'émancipation des Juifs. Et quelquefois, il faudra de longues années, et quelquefois de longues décennies, il faudra attendre longtemps dans le XIXe siècle pour que cette émancipation soit véritablement effective. Alors la différence entre les deux, c'est que l'émancipation révolutionnaire, en quelque sorte, dispose que désormais, 1791, septembre 1791, les Juifs ont les droits civils et politiques, mais les mentalités ont toujours du retard sur le droit. Ce n'est pas parce qu'on adopte une disposition que pour autant, culturellement, les esprits se fondent à cette égalité nouvelle. Et tu évoquais avec beaucoup de pertinence le fait que
si on prend le tableau de la France à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire un siècle après l'émancipation des Juifs, la France demeure un pays extraordinairement antisémite. Et l'affaire Dreyfus en est bien sûr le symptôme brûlant. Ce n'est pas que l'Allemagne soit beaucoup moins antisémite, mais l'Allemagne, effectivement, a choisi une voie réformatrice pour émanciper ces Juifs depuis la fin du XVIIIe siècle. Et donc, le droit a été au rythme de l'habitus culturel. Et il a fallu beaucoup plus de temps, effectivement, pour que l'émancipation se fasse, mais en même temps, sociologiquement, je dirais que c'était plus en phase avec les représentations des Juifs que se faisaient les populations de l'Allemagne et d'autres empires de l'Europe centrale. Il faut peut-être rappeler que l'Allemagne n'est unifiée qu'en 1871 aussi. Par rapport à la France, qui est un État centralisé, qui connaît une histoire, je dirais presque unitaire depuis le Moyen-Âge, il y a, au lendemain du Congrès de Vienne en 1815, il y a une trentaine d'États, en fait, qui sont indépendants les uns des autres. Donc il ne peut être question à ce moment-là d'avoir une législation, ne fût-ce que la législation, je ne parle même pas d'évolution des mentalités uniques. Donc il y a déjà cette différence-là. Absolument. Voilà. Il y a des régions de l'Allemagne où l'émancipation des Juifs s'est faite plus rapidement que dans d'autres États d'un conglomérat de principautés qui, effectivement, ne formeront un empire qu'en 1871. Tout cela pour dire que sur le théâtre européen, l'émancipation des Juifs a en quelque sorte été une forme de matrice institutionnelle, juridique, politique, mais aussi psychologique, qui nous permet d'observer sur le temps long la façon dont on peut évaluer le rapport entre une majorité et des minorités, même si bien sûr tout cela est extrêmement mouvant. On n'est pas enfermé dans une condition. Les minorités, c'est quelque chose de parfois insaisissable. Enfin, on peut quand même dire que l'Europe a connu des majorités religieuses, chrétiennes, et puis des minorités, parmi lesquelles les Juifs. Et ça me permet d'en venir à la deuxième question. Le judaïsme et l'islam, bien sûr, ça ne se compare pas. Ce sont des situations extrêmement différentes, pas tellement parce que les Juifs forment un peuple qui serait unifié, alors que l'islam est composé de nations différentes, même s'il y a, non pas une unité religieuse, mais enfin des courants de fond religieux qui peuvent donner le sentiment d'une unité. Ce n'est pas tellement sur ce plan-là que se situe la distinction, selon moi. La distinction, elle réside surtout dans le fait que ce sont des situations très peu comparables, parce que l'émancipation des Juifs se fait à un moment de l'histoire européenne, fin 18e, début 19e et tout au long du 19e siècle, alors que la question de l'appréhension que nous avons de l'islam et son intégration institutionnelle dans le paysage européen, c'est plutôt la deuxième partie du XXe siècle et le début du XXIe. Donc ce sont des contextes différents, mais je pense en revanche, et là je rejoins ce que tu disais, je pense en revanche qu'il y a sans doute beaucoup à apprendre du cas des Juifs pour peut-être mieux saisir ce qui se passe à propos de l'islam. D'abord, bien sûr, en termes de représentation. Les Juifs ont presque de tout temps représenté en Europe la figure de l'étranger par excellence. Et il y a ainsi des pratiques culturelles qui montrent bien que les Juifs n'ont jamais été pleinement intégrés, même s'ils bénéficiaient d'une émancipation et donc d'une égalité en termes de citoyenneté et de droits qui en découlent, mais ils ont toujours été perçus comme exotiques, comme différents. En ce qui concerne l'islam, c'est vrai qu'il en va un peu de même dans la mesure où les musulmans d'aujourd'hui, on leur assigne en quelque sorte une forme d'exotisme historique, et il y a même un contentieux historique. L'Europe,
au XVIe et au XVIIe siècle s'est trouvée face à ce qu'elle considérait comme un ennemi, bien sûr, et lequel elle était en guerre, à savoir les Turcs, les Ottomans, et à l'époque, pour dire musulmans, on disait turcs. Et les Turcs ont été aux portes de Vienne dans les guerres qui les ont opposés à l'Europe chrétienne. Et donc il y a eu une peur de l'islam qui a pénétré la conscience européenne, en particulier à ce moment-là. Alors bien sûr, on peut retourner aux croisades aussi, mais je pense que c'est là, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens de la modernité qui l'ont montré, qu'il y a une cristallisation de la peur de l'islam qui se décide au XVIe et au XVIIe siècle, quand l'islam des Turcs est une menace pour l'Europe, et que peut-être l'Europe va se décomposer face à la pression militaire de l'Empire ottoman. Et je pense que cette crainte de l'islam et des musulmans est restée en Europe. Elle continue à habiter la conscience européenne, peut-être devrais-je dire l'inconscient collectif européen. Je crois que c'est un élément qui permet de comprendre cette anxiété collective, cette espèce d'angoisse collective qui saisit l'Europe face à un islam qu'elle fantasme complètement. Et là, l'islam, c'est un peu à l'instar des juifs qui étaient, je le disais, les étrangers par excellence. L'islam, c'est un peu l'ennemi par excellence de l'Europe. En raison de ce contentieux historique qui a près d'un millénaire, mais qui s'est surtout cristallisé au XVIe et au XVIIe siècle, ce qui n'a pas empêché l'Europe, par ailleurs, d'être aussi fascinée par l'islam des Turcs. L'orientalisme du XVIIe siècle est pénétré par cette fascination de l'Orient des Turcs. Que l'on retrouve chez Molière d'ailleurs. Que l'on retrouve chez Molière, que l'on retrouve dans une grande partie de la culture européenne. Montesquieu, les lettres persanes aussi. Bon. Les lettres persanes en sont un témoignage, on traduit les contes des mille et une nuits, on a une représentation de l'islam qui fantasme à la fois l'islam comme un ennemi, mais aussi l'islam comme une sorte de paradis oriental, une sorte de comble de l'exotisme. Pour en venir au sujet que nous traitons, je dirais qu'il y a cette convergence peut-être dans les représentations des juifs et des musulmans, mais que par ailleurs, il y a peut-être autre chose que nous devons analyser pour mieux comprendre le traitement de l'islam aujourd'hui dans l'Europe. Je vais partir d'un événement qui peut être méconnu aujourd'hui, mais qui est plein d'enseignements, et qui se situe à un moment où notre modernité politique et juridique se construit, c'est le Grand Sanhédrin de Napoléon. Qu'est-ce que c'est le Grand Sanhédrin ? Le Grand Sanhédrin de Napoléon, nous sommes à l'époque de l'Empire. 1806, 1806, absolument. Les territoires qui formeront plus tard la Belgique sont sous tutelle impériale, donc cela concerne également ces territoires-ci, et l'ensemble des territoires qui sont à l'époque sous férule napoléonienne. Et l'empereur est averti par ses conseillers de ce que l'on dénomme à l'époque le problème juif. Il y a des articles dans la presse du chef d'un ultra-réactionnaire, le vicomte de Bonald, qui s'en prennent aux juifs. Les juifs constitueraient en quelque sorte une épine dans le pied de Napoléon parce que les juifs seraient en quelque sorte, de par leur singularité, de par leur particularisme, ne lui permettraient pas d'unifier l'Empire. Et donc Napoléon va vouloir traiter la question des juifs. Les juifs, bien sûr, ont été émancipés par la Révolution, et donc ils jouissent a priori de droits comparables aux autres citoyens de l'Empire, mais Napoléon considère que malgré tout, leur différence est là, leur singularité est là, et qu'il faut à tout prix prendre des mesures draconiennes pour favoriser davantage leur intégration à la nation. Et il va convoquer une assemblée, je ne vais pas trop m'étendre sur ce que c'est, mais une assemblée qu'on va appeler le Grand Sanhédrin des Juifs en référence au Sanhédrin antique, celui qui a jugé Jésus. Et Napoléon va poser 12 questions, dont les réponses doivent témoigner ou non de la capacité d'intégration des Juifs à la nation. Il va les interroger sur les mariages mixtes, donc les mariages exogamiques. Il va les interroger sur la
conformation entre leurs pratiques religieuses et les nécessités posées par la condition des citoyens. Donc, pour parler en termes plus clairs, Napoléon a besoin de conscrits pour ses guerres, et donc il pose la question de savoir si pour les Juifs il n'y a pas d'obligation religieuse qui les empêche d'assurer leur service militaire et d'être à même de remplir leurs obligations pour les armées de l'Empire. Et il pose comme ça toute une série de questions qui doivent permettre de comprendre si les Juifs, en vertu de leur particularisme, en vertu de leurs normes religieuses, sont à même d'être des citoyens comme les autres. Je voulais te poser une petite question sous forme d'incise, hein, puis tu poursuis ton raisonnement, bien entendu. Est-ce qu'on peut dire que le Sanhédrin, institué en 1806, est au fond le modèle de ce que l'on va appeler beaucoup plus tard, au XXe siècle, les exécutifs musulmans unifiés en France, en Belgique? Est-ce que quelque part, c'est pas cette idée-là qu'il faut que l'État ait un interlocuteur auquel il puisse s'adresser, ou bien on est dans un contexte tout à fait différent, parce que Napoléon n'a rien à voir évidemment, je dirais, dans son projet et dans l'état dans lequel il vit par rapport à nos sociétés dites démocratiques. Je voulais savoir, et c'est une simple parenthèse mais qui est quand même importante, hein, savoir si donc le Sanhédrin est au fond l'interlocuteur indispensable, là dans un état de type jacobin, qui va être un modèle pour, je dirais, la France et la Belgique, puisque c'est ça qu'on a en tête aujourd'hui, dans nos régions. C'est une question qui est extrêmement pertinente. Le Grand Sanhédrin est en quelque sorte la prémisse de ce que sera l'interlocuteur de Napoléon, qu'il va lui-même susciter, qui est le consistoire central israélite de France. C'est ça. Et donc le consistoire est un modèle qui a des parentés avec le Grand Sanhédrin, mais le Grand Sanhédrin ne fonctionnera que durant quelques temps, quelques mois, mais le consistoire, qui est une autre création napoléonienne, sera effectivement cet interlocuteur que l'empereur avait déjà pour ce qui concerne le culte catholique et le culte protestant, mais qu'il n'avait pas encore pour ce qui concerne les Juifs. Et donc il a voulu disposer en effet d'un interlocuteur religieux, puisque les Juifs ne constituaient plus une nation, ils ne constituaient plus qu'une minorité religieuse, et il lui fallait un interlocuteur. Le consistoire existe toujours en France, en Belgique, il existe sous d'autres formes en Allemagne, aux Pays-Bas, et c'est vrai que les tentatives de susciter un interlocuteur des pouvoirs publics dans d'autres religions, et notamment l'islam, et en particulier en Belgique, cela a été inspiré d'une certaine façon par ce modèle consistoriel. Donc la question est tout à fait judicieuse, mais là, ce que j'évoquais, ce grand Sanhédrin, c'est vraiment la volonté de réunir une assemblée de rabbins qui ont, aux yeux de Napoléon, une autorité pour décréter la capacité de la loi juive à se conformer à la loi civile. Et c'est tout l'enjeu. Alors je parle d'un événement qui se situe il y a plus de 2 siècles, 1806-1807, mais en réalité il est d'une terrible modernité, parce que la façon dont on traite la question, le regard de Napoléon est un regard plein d'arrogance et plein de mépris à l'égard des Juifs. Napoléon était, en bon voltairien qu'il était un antisémite, il faut bien le dire. Il avait beaucoup de préjugés à l'égard des Juifs. Mais dans le même temps, c'est un réformateur extraordinaire, ça n'enlève rien aux horreurs du personnage et aux horreurs des guerres napoléoniennes, mais c'est un grand réformateur, il faut bien lui laisser ça. Il a créé une série d'institutions qui existent toujours aujourd'hui, et il était visionnaire de ce point de vue. Et donc pour ce qui concerne les Juifs, il a à la fois ce préjugé négatif, il a à la fois cette façon très arrogante de les considérer, mais en même temps, il y a un problème qu'il veut résoudre pour offrir de la clarté. Et donc il va amener ces rabbins, qui sont majoritaires dans la composition du Grand Sanhédrin, il va les amener à se déterminer sur la capacité de la loi juive à se conformer à la loi civile. Et ce qui se passe est tout à fait intéressant. Parce que, et ça va vous amener à la troisième question et au cœur de notre dialogue sur la façon qu'a l'État de considérer le statut des cultes et le droit qu'il accorde au culte et la liberté de religion, c'est qu'il y a 2 phénomènes. Il y a d'abord la manière qu'a l'État
de demander aux religions de s'accommoder de la loi civile et d'être capables de s'adapter à la loi civile. Donc ça, c'est l'exigence de l'État. Hein, et c'est comme ça que se construit un État moderne, une démocratie moderne. Elle demande aux religions de faire un effort pour qu'elles se soumettent à la loi civile. Et la plupart des constitutions, et notamment la constitution belge, vont disposer d'ailleurs de cette suprématie de la loi civile sur la loi religieuse. Dans la constitution belge, puisque tu parlais de la Belgique, et on y viendra pour cette troisième question, l'article 21 de la constitution, c'est bien ça. C'est à la fois la séparation et la prééminence de la loi civile sur la loi religieuse. Donc ça, c'est l'exigence de l'État. Mais dans le même temps, il y a l'autre phénomène, à savoir la réflexion au sein d'une même religion, savoir que va-t-on faire pour nous adapter à la loi civile? Que va-t-on faire sans, pour autant, mettre à mal notre loi religieuse, qui est un tout, et qui est le produit de la parole de Dieu, donc, et qui est intangible, on ne peut pas y toucher. Et c'est tout l'enjeu pour les religions, et ça ne concerne pas uniquement le judaïsme, bien entendu, et ça concerne l'islam aujourd'hui aussi, on pose beaucoup de questions de ce type à l'islam, savoir que peut-on faire pour répondre à l'attente de la loi civile. Est-ce qu'en quelque sorte, on va se couper de sa tradition? Est-ce qu'on va vendre son âme ou pas? Et ça entraîne toute une réflexion et tout un débat casuistique. C'est très compliqué. Dans le cas des Juifs, c'est vrai que ce sont des questions aiguës qui sont posées. Napoléon a besoin de conscrits, et donc comment va-t-on faire pour que des conscrits juifs puissent porter les armes pendant le Shabbat, le samedi, sans pour autant transgresser les fondements de leur religion et leurs obligations religieuses qui en découlent. Napoléon ne va pas admettre que ces conscrits juifs déposent les armes pendant 24 heures le temps du Shabbat. La guerre n'attend pas. Et donc voilà une question très précise qui se pose, et en l'occurrence, le Grand Sanhédrin a distordu, dirais-je, d'une certaine façon, la loi juive pour qu'elle puisse s'accommoder de la loi civile. Et donc ils ont donné des gages à Napoléon. Nous sommes d'accord, c'est-à-dire que c'est pas que nous sommes d'accord, mais notre loi religieuse, effectivement, permet à un juif de se soumettre à la loi civile, même quand elle est en contradiction avec la loi religieuse. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails de la religion et de la loi juive. Il y a un principe talmudique qui permet cet accommodement et donc cette adaptation à la loi civile, cette manière de considérer que la loi civile en impose à la loi religieuse, et les rabbins du Sanhédrin, en quelque sorte, tendu jusqu'à l'extrême ce dispositif religieux pour accepter le primat de la loi civile. Et on voit ainsi poser en 1806 un principe et un débat qui vont accompagner toute notre époque contemporaine et toute la construction de nos sociétés. Est-ce que les catholiques sont disposés à faire le même effort? Et on sait combien les relations entre l'Église catholique et certains États européens, je pense à la Belgique, je pense à la France en particulier, au XIXe, ont été des relations extrêmement tendues, parce qu'il y avait précisément contradiction entre la volonté de l'un et la volonté de l'autre. Toute notre histoire, des XIXe et XXe siècles jusqu'à aujourd'hui, est une poursuite de ce qui se dessine avec le Grand Sanhédrin de Napoléon. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que j'y vois en quelque sorte la matrice de notre manière de concevoir la différence religieuse et le moyen de la faire coïncider avec les exigences d'une démocratie moderne. Je voudrais de nouveau te poser une question sous forme d'incise. Puisque j'ai la chance de me trouver devant un spécialiste de l'immigration juive, plutôt en Belgique, mais enfin, j'imagine que tu as au moins des connaissances générales pour le reste de l'Europe aussi, mais je m'interrogeais, quand on compare la France et la Belgique, en Belgique,
l'immense majorité, sauf erreur de ma part, des juifs sont d'origine ashkénaze, c'est-à-dire qu'ils viennent plutôt de l'Europe de l'Est, à part peut-être le grand rabbin actuel qui semble avoir plutôt, d'après les consonances de son nom, plutôt des origines séfarades. Mais pour la France, le schéma est tout à fait différent, parce que la proportion des juifs d'origine séfarade n'est pas du tout la même. Il y a une grande proportion des juifs d'origine séfarade. Alors, est-ce que, à l'époque où Napoléon consulte justement les rabbins du Grand Sanhédrin, je ne connais pas la chronologie de l'immigration juive en France, mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas, peut-être, je n'en sais strictement rien, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, n'y a-t-il pas peut-être des différences d'interprétation suivant que l'on est, puisque je sais que dans le sud-ouest de la France, il y avait des séfarades à cette époque-là, mais peut-être que les séfarades sont venus bien après, et surtout après, au moment de, comment dirais-je, dans les années 50 et 60, au moment où les Juifs de Tunisie, du Maroc et puis d'Algérie sont arrivés en France. Mais y avait-il des séfarades qui auraient peut-être pu peser, si tant est qu'ils aient eu une différence quant à l'interprétation de la loi juive au début du XIXe siècle? C'est une question que je te pose comme ça, qui m'est venue à l'esprit, qui peut paraître un petit peu tordue pour certains, mais qui me semble importante, parce qu'on n'est pas du tout devant la même configuration, je dirais, en termes de population en Belgique qu'en France. En France, c'est beaucoup plus partagé, puisqu'il y a il y a des séfarades, alors qu'en Belgique, à ma connaissance, mais de nouveau, je n'y connais rien, la situation est quand même assez différente, me semble-t-il. Je vois que tu connais très bien le sujet. Ah non, pas du tout. Tu poses une question qui a... Non, pas du tout. Je m'informe sur beaucoup de sujets, mais je n'ai pas préparé cet entretien en rapport avec cette question-là, pas du tout. Alors, aujourd'hui, le judaïsme en Belgique, c'est un phénomène assez marginal. C'est une population d'environ, sans doute, une trentaine de milliers de personnes. Très difficile de faire des estimations et très difficile de répondre ne fût-ce qu'à la question de savoir ce qu'est un juif. Il y a autant de manières d'être juif qu'il y a de juifs. Enfin, on peut considérer qu'il y a à peu près une trentaine de milliers de juifs en Belgique qui sont en effet très majoritairement d'origine ashkénaze, c'est-à-dire... Combien tu dis? Une trentaine de milliers. Ah oui, une trentaine de milliers. D'origine ashkénaze, c'est-à-dire en effet venus d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, en tout cas pour ce qui concerne leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc. La situation en France est différente. Le judaïsme en France aujourd'hui, c'est sans doute, c'est très difficile à dire, entre 450 et 550 000 personnes. Et le renouvellement, en effet, a eu lieu à partir de la fin des années 50 et surtout dans les années 60. Le judaïsme français est aujourd'hui majoritairement séfarade, c'est-à-dire de gens venus au milieu du XXe siècle d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. Et donc, ce sont des traditions différentes, c'est une autre conception du judaïsme. Il y a beaucoup de différences liturgiques, mais aussi de différences doctrinales, idéologiques, entre le judaïsme ashkénaze et le judaïsme séfarade. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Si l'on se reporte à la situation à l'époque du Grand Sanhédrin de Napoléon, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, le judaïsme français, c'est à peu près 40 000 personnes à cette époque-là, et c'est partagé entre trois pôles. Un pôle ashkénaze, orthodoxe, en Alsace et dans une moindre mesure en Lorraine, mais dans l'est de la France. Un pôle parisien qui est un pôle mélangé, de gens venus de l'Est, mais aussi de gens venus du sud-ouest de la France. Et puis en effet ce pôle du sud-ouest, autour de Bordeaux, de Bayonne, de juifs qui ont des trajectoires particulières et qui sont beaucoup plus libéraux en termes de pratique du judaïsme, non pas parce qu'ils sont séfarades, mais parce qu'ils sont les descendants de marranes espagnols, c'est-à-dire ces juifs qui ont dû fuir, parce qu'ils étaient expulsés, surtout la péninsule ibérique à la fin du XVe siècle, et qui se sont très tôt frottés au christianisme, de sorte que leur judaïsme
a été vécu très différemment. Il a souvent été vécu dans la clandestinité, ce qui a amené ces hommes et ces femmes à être beaucoup plus familiers du christianisme, à être davantage intégrés dans leur environnement et à quelquefois vivre un judaïsme qui s'était déprécié, je dirais, sur le plan de l'observation des prescrits religieux. Et donc on a ainsi trois pôles assez distincts dans la France juive du début du XIXe siècle, et le Grand Sanhédrin, précisément, va être le théâtre de dissensions entre des rabbins venus du sud-ouest, enfin des représentants plutôt, devrais-je dire, venus du sud-ouest qui étaient plutôt libéraux, même si le terme est un peu anachronique, enfin je vais l'utiliser malgré tout, et puis des représentants qui viennent d'Alsace et de Lorraine, qui eux sont beaucoup plus fermement ancrés sur les prescrits religieux. Et c'est le président du Sanhédrin, qui était un rabbin à la réputation européenne, qui s'appelait David Sinsheim, qui a fait la synthèse et qui a offert, de par son prestige de rabbin reconnu dans l'Europe tout entière, qui a offert une légitimité aux décisions de l'Assemblée qui avait été convoquée par Napoléon. Voilà pour répondre à la question. Et j'en viens maintenant au lien que l'on peut faire entre cet épisode napoléonien du Grand Sanhédrin et puis la gestion du religieux aujourd'hui dans nos sociétés européennes. C'est qu'à la fois, ce qui est remarquable, c'est que les mêmes questions se posent, les mêmes questions quant à la capacité d'intégration de ceux que l'on considère comme différents. Elles se posent aujourd'hui de manière aiguë, et quelquefois d'ailleurs de manière extrêmement discriminatoire, parce que l'on exige des musulmans ce que l'on n'exige pas d'autres catégories de la population. Premier élément. Et deuxième élément, c'est que les mêmes questions se posent à l'intérieur même des religions. C'est-à-dire qu'elles sont soumises à cette pression qui doit les amener à décider qu'est-ce que nous abandonnons de nous-mêmes pour nous adapter à l'exigence de la loi commune. Et les musulmans ont à le vivre aujourd'hui. Alors, bien sûr, on en retient surtout la question du voile, qui est une question majeure et qui est extrêmement symbolique, mais ça ne concerne pas que le voile, ça concerne l'abattage rituel, le respect de la nourriture halal, ça concerne beaucoup de questions qui sont des indicateurs de cette tension dans notre modernité entre l'exigence d'égalité et la loi commune, et d'autre part le particularisme religieux. Je voudrais te poser une question qui est en rapport, évidemment, parce que mes questions naissent au fur et à mesure de ton propos. C'est un petit peu logique, puisque nous avons décidé de fonctionner comme ça, et finalement, c'est pas plus mal. Donc, je fonctionne un petit peu par association d'idées. Je pensais, je viens de revoir maintenant la date, je vois qu'en 2000, tu as écrit un ouvrage qui s'intitule « Judaïsme et franc-maçonnerie, histoire d'une fraternité ». Alors, quitte à faire fantasmer certains, avec des idées complotistes, ça a été le cas, mais on pense à l'époque nazie, bien entendu, mais pas seulement, puisqu'il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça, et en particulier dans l'Est européen, en Europe centrale et en Europe, je dirais, du Sud-Est. Mais est-ce que la franc-maçonnerie, les loges maçonniques ont été un moyen d'intégration des Juifs qui y ont trouvé un lieu justement où ils avaient une capacité, une possibilité d'intégration dans la société plus grande que dans leur vie quotidienne? Et alors je me posais la question, et c'est le corollaire, ce qui suit ma question, est-ce qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie ne joue pas, d'après les études que tu as pu lire, un rôle un petit peu similaire par rapport à des musulmans modérés, des musulmans laïcs, le rôle qu'elle a pu jouer jadis par rapport aux Juifs? C'est une question que je pose parce que la franc-maçonnerie a quand même pour réputation d'avoir parmi ses idéaux celui de fraternité, bien sûr, mais aussi celui de
laïcité, la franc-maçonnerie, ou en tout cas une certaine franc-maçonnerie, vise quand même à une société laïque, et c'est le cas en particulier en France, où c'est très très clair, en Belgique aussi, mais en France, là, je dirais, il y a un lien presque, je dirais, consanguin, si je puis dire, entre la notion de république et la notion de laïcité. Et donc je posais la question, donc ma question en comprend deux. Donc, la première, c'est celle de l'intégration dans la société française au moment d'émancipation et plus tard des Juifs via les loges maçonniques. Et la deuxième question, tu l'as bien compris, c'est est-ce que les loges maçonniques aujourd'hui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, dans nos pays, en Europe occidentale, ne jouent pas un rôle similaire vis-à-vis, au fond, des musulmans modérés, laïcs, et du coup pourraient, pas en tant qu'institution, bien entendu, pas en tant qu'institution, mais via ces membres qui appartiennent à cette communauté, progressivement diffuser cet idéal de laïcité. Alors, tout d'abord, une précision, ce livre que tu as l'amabilité d'évoquer, qui s'appelle Judaïsme et franc-maçonnerie, Histoire d'une fraternité, je ne l'ai pas écrit seul, c'est un livre qui a été écrit avec un co-auteur, spécialiste de la maçonnerie, oui. Alors que j'étais moi-même à l'époque plutôt qualifié pour parler du judaïsme. Cet auteur s'appelle Luc Néfontaine, son co-auteur, donc je tiens évidemment à rappeler sa contribution majeure à ce livre, et peut-être aussi évoquer le fait que le titre de l'ouvrage, Histoire d'une fraternité, est un choix de l'éditeur, Albin Michel, qui ne correspondait pas à notre choix, et à mon choix en particulier, parce que ce titre, Histoire d'une fraternité, laisse entendre que les relations entre judaïsme et franc-maçonnerie, si on peut parler de deux instances, ce qui est un peu, ce qu'il faudrait beaucoup nuancer, ces relations auraient été des relations cordiales, heureuses. Il n'en a pas été. Ainsi, en réalité, il y a un double mouvement. En effet, comme tu l'évoques, la franc-maçonnerie, dans certains pays, a été, à partir du XVIIIe et surtout du Xe siècle, un vecteur d'intégration à la sociabilité bourgeoise pour des élites juives. Ça a été le cas très certainement dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, la France, à certains moments de l'histoire de l'Italie, à certains moments de l'histoire de certaines villes polonaises et russes, mais le phénomène inverse s'est dessiné aussi. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie s'est aussi fermée aux Juifs. Elle s'est crispée dans des moments où elle s'est repliée sur une sorte de quant-à-soi chrétien et nationaliste. Et on a vu notamment, tout au long du XIXe siècle, qu'en Allemagne, certes, à quelques moments de libéralisme de l'histoire des États allemands, la franc-maçonnerie a accueilli des Juifs, mais que surtout, la franc-maçonnerie s'est fermée aux Juifs, en se repliant derrière une identité chrétienne qui ne permettait pas aux Juifs d'en faire partie. On a vu le même phénomène se représenter d'ailleurs dans les pays scandinaves. Donc il y a un double mouvement. C'est l'histoire d'une fraternité, certes, mais c'est l'histoire d'une défiance aussi. Je peux le dire maintenant, on est presque 20 ans après l'apparition de l'ouvrage, la prescription. Moi j'aurais souhaité que cet ouvrage s'appelle Judaïsme et franc-maçonnerie entre défiance et fraternité, parce que ces deux termes montrent bien la tension entre les deux mouvements. Donc, mais cela étant, en effet, la franc-maçonnerie a été un vecteur, comme sans doute d'autres sociabilités, mais ici c'est particulièrement aigu, a été un vecteur d'intégration pour certaines élites juives. C'est resté un phénomène marginal, parce que la franc-maçonnerie n'a jamais été qu'un phénomène marginal sur le plan du nombre de ses adhérents au sein de nos sociétés, mais c'est vrai que certaines figures majeures de la vie culturelle juive, notamment, sont devenus des francs-maçons, et souvent c'était des hommes, parce que la franc-maçonnerie était masculine à l'époque, des hommes qui étaient quelque peu en marge déjà de leur communauté, qui flirtaient avec
soit le christianisme, soit l'athéisme ambiant. Le poète Heinrich Heine en est un exemple. Pour en revenir à la situation actuelle, est-ce que là aussi il y aurait, un peu à l'instar du Sanhédrin de Napoléon, est-ce qu'il y aurait un modèle? Est-ce que la franc-maçonnerie, après avoir contribué à émanciper certains juifs, à les intégrer dans leur environnement, est-ce que la franc-maçonnerie jouerait le même rôle aujourd'hui pour d'autres minorités? À vrai dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pourquoi? Parce que si nous connaissons assez bien l'histoire de la franc-maçonnerie, il est très difficile d'aborder la maçonnerie contemporaine avec les outils universels dont nous disposons. Et donc, nous savons très peu de choses. Oui, nous pouvons avoir des intuitions, oui, il y a des oui-dire, oui, il y a quelques éléments que certains peuvent nous rapporter parce qu'ils vivent la vie maçonnique de près, mais ce n'est jamais qu'un petit angle de vue. Et la franc-maçonnerie contemporaine est très diverse. Elle n'est pas que française, elle n'est pas que laïque. Elle est surtout et très majoritairement anglo-saxonne, régulière et professant l'immortalité de l'âme et la croyance en Dieu, ce qui est un registre complètement différent de la tradition davantage athée et laïque, du moins du Grand Orient de France. Donc, je dirais que nous savons peu de choses de la maçonnerie contemporaine, et que je ne m'avancerai pas sur ce plan, mais là où tout de même je crois pouvoir m'avancer, c'est en disant que la franc-maçonnerie restant un phénomène relativement marginal dans nos sociétés, elle ne peut qu'avoir un impact marginal quand il s'agit peut-être, de contribuer à l'intégration de personnes issues de minorités qui y trouveraient en effet des valeurs qui leur permettraient peut-être de s'affranchir de certaines pesanteurs de leur tradition d'origine pour s'ouvrir à l'universel, je vais le dire de cette façon-là. Donc on peut le supposer, et je ne pense pas que ce soit un phénomène d'importance, et que donc il puisse avoir beaucoup de poids dans nos sociétés contemporaines. Alors, jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de la Belgique et de la France. Ce serait peut-être intéressant maintenant de s'interroger plus globalement sur les différents pays de l'Union européenne, de voir quelle place occupe la laïcité dans d'autres pays, justement, puisque l'Union européenne est très diverse. Aujourd'hui, il y a des pays, la grande majorité d'entre eux, je crois, qui fonctionnent sur le système concordataire, qui remonte, pas seulement à Napoléon, parce qu'il y a eu des concordats depuis le Moyen-Âge, en tout cas depuis le XVIe siècle en France. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont les relations entre les États, d'une part, et d'autre part, les cultes et les convictions, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. J'imagine que la situation de la Pologne n'est évidemment pas celle de la France, pour prendre deux pays qui semblent être aux extrêmes, mais il y a des pays qui sont peut-être encore plus éloignés, je n'en sais rien, mais ce serait peut-être intéressant, parce que je pensais à certaines lois concernant l'avortement, concernant le mariage pour tous, des choses comme ça, concernant l'euthanasie, concernant évidemment la procréation assistée, des tas de choses comme ça. Donc il y a des lois très différentes suivant qu'on se trouve en Pologne, en Irlande, que l'on se trouve dans les pays du sud de l'Europe, en Belgique, qui est quand même un État qui est quand même relativement avancé quand on compare à beaucoup d'autres. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont... Est-ce qu'il y a des lignes de force? Est-ce qu'on peut, au fond, établir une sorte de géographie au sein de l'Union européenne? Voilà, et les distinguer, et en fonction de quels critères? Est-ce que ce sont des critères historiques qui remontent très très loin? Est-ce que l'histoire peut nous aider vraiment à comprendre la position de certains gouvernements et des opinions publiques par conséquent qui sont à l'origine quand même des élections, enfin du résultat des élections? Alors, nous avons fait un long détour de peut-être 3/4 d'heure, je ne sais pas, mais qui n'était absolument pas inutile pour comprendre
ce dont nous allons parler. C'est pour poser les problématiques, en tout cas. Poser les problématiques et comprendre à quel point la construction de nos sociétés, de nos démocraties occidentales, de nos démocraties européennes, oui, leur construction est profondément marquée du sceau de cette tension que j'évoquais entre capacité à s'adapter à la loi de l'État et pression de l'État pour que les religions se conforment à la volonté générale. En effet, maintenant abordons la question dans le contexte européen contemporain et faisons un premier constat. L'Union européenne se construit maintenant depuis plus d'un demi-siècle. Elle est parvenue tant bien que mal à mener un certain nombre de politiques dans certains domaines, notamment en matière économique, en matière institutionnelle, en matière peut-être petit peu de politique étrangère, et encore. En matière de gestion du religieux, l'Europe n'est pratiquement nulle part. Pourquoi l'Europe n'est-elle pratiquement nulle part? Précisément parce que chaque pays en la matière, chaque pays membre de l'Union, parmi les 28 pays membres de l'Union, bientôt 27 lorsque le Royaume-Uni en sera sorti, chacun des 28 pays de l'Union a une tradition particulière, du fait de l'histoire religieuse très particulière. Il y a des pays de tradition catholique, des traditions protestantes, de tradition orthodoxe, que sais-je encore. La sécularisation ne s'est pas accomplie au même rythme partout en Europe. L'histoire de chaque pays a déterminé l'histoire de sa construction institutionnelle et des choix politiques et juridiques qui ont été faits en matière de gestion du religieux. Donc je dirais que l'Europe, finalement, traduit très bien cette différence, parce que dans l'article 17 du traité de Lisbonne, qui est le traité qui régit le fonctionnement de l'Union, eh bien, il est bien indiqué que l'Union ne préjuge pas du statut particulier qu'a chaque religion, chaque confession ou chaque conviction philosophique dans chacun des États membres. Ce faisant, elle reconnaît le particularisme de chacun des pays membres et le fait que cela se joue essentiellement au niveau des États et pas au niveau de l'Union. Il y a malgré tout un dénominateur commun et qui relève de ce que tous les pays membres de l'Union, et presque tous les pays européens d'ailleurs, hormis notamment distinction importante, le Vatican, la plupart des pays européens sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme est stipulé très clairement la liberté de religion. Donc ça c'est un élément important, essentiel, c'est un dénominateur commun, tout Européen jouit de la liberté de religion, qui est inscrite dans la Convention de 1950, qui... Alors c'est la liberté de religion ou la liberté de conscience? Parce que liberté de religion, ça pourrait signifier vous choisissez la religion que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'être athée. Je parle en absolu, c'est peut-être absurde ce que je dis. C'est pour ça que je te pose la question, liberté de conscience et de culte, liberté de religion ou liberté de conscience. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est ça. Les deux sont garantis, bien entendu, la liberté de conscience et la liberté de religion. Et donc, il y a à la fois ce que nous appelons, dans le jargon de ma discipline, la liberté positive de religion, la liberté d'adhérer à une religion, mais également la liberté négative de religion, c'est-à-dire la liberté de n'adhérer à aucune religion. Bien entendu, ces deux libertés sont garanties par la Convention européenne des droits de l'homme et préservées par la Cour qui est appelée à juger sur base de la Convention, à savoir la Cour de Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg. Bien. Cet élément-là est l'élément essentiel, liberté de conscience et de religion. À part cela, chacun des pays de l'Union a une manière différente de concevoir le statut des cultes et convictions. Alors on peut en faire une typologie, une géographie comme tu le disais. On peut en faire une typologie que je vais décrire assez sommairement. Il y a d'abord les pays où il n'y a pas de statut des religions inscrit dans le droit de ces pays. Je vais prendre 3 exemples. C'est le cas de la France, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Irlande. Et on voit d'emblée que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de statut accordé aux religions
religions au pluriel, que pour autant les religions ne sont pas présentes et n'ont pas du poids dans les sociétés en question. L'Irlande, je parle de la République d'Irlande, est un pays où le catholicisme continue à avoir beaucoup de poids, malgré quelques évolutions récentes, et notamment le fait qu'enfin, la République d'Irlande s'est dotée d'une disposition qui dépénalise partiellement l'interruption volontaire de grossesse, alors que jusqu'à présent, la pression de l'Église catholique était très forte pour ne pas adopter une telle législation. Donc ce n'est pas parce qu'un pays serait sécularisé, fortement sécularisé, que pour autant il n'y a pas de statut. Non, cela relève simplement de l'histoire particulière de ce pays. Donc 3 pays, France, Pays-Bas, République d'Irlande, n'ont pas de statut des religions. D'autres pays reconnaissent plusieurs religions, et donc les reconnaissent de manière unilatérale. C'est une décision de l'État de reconnaître et d'accorder un statut à un certain nombre de religions. C'est la situation que nous connaissons en Belgique, tu évoquais tout à l'heure. J'ai dit 6, mais peut-être que je ne suis plus à jour. Hein. C'est tout à fait exact. Il y en a 6 religions reconnues voilà, oui. En Belgique. C'est ça. 3 l'ont été au XIXe siècle, 3 l'ont été au XXe siècle. La dernière connaissance en date, ce n'est pas l'islam, c'est la religion orthodoxe. Mais, particularité belge que l'on rencontre nulle part ailleurs, c'est que non seulement 6 religions sont reconnues, mais également ce que l'on appelle en Belgique, avec une terminologie qui est un peu ambiguë, parce qu'elle ne nous permet pas bien de comprendre ce que c'est la laïcité, mais enfin, c'est ce qu'on appelle le mouvement laïque, ou la laïcité organisée. Ça, pour les Français, quand ils entendent ça, ils disent, mais enfin, la laïcité, c'est une religion chez vous. Donc, en Belgique, on entend souvent cette remarque, hein, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est incroyable. Le sociologue Claude Javot a écrit un remarquable article où il parlait de laïcité ecclésialisée, en quelque sorte, ça, du fait qu'on les mise sur le même plan que les religions instituées, c'est-à-dire que les laïcs en Belgique ne sont pas parvenus, les laïcs militants ne sont pas parvenus à imposer une véritable laïcisation des institutions, et donc à partir de la fin des années 60, ils ont fait le choix de s'organiser en un mouvement, qui aurait pu s'appeler mouvement humaniste, qui aurait pu s'appeler, je ne sais pas, mais enfin, qui a pris le nom de mouvement laïque, ce qui crée de la confusion peut-être, et qui, depuis une révision constitutionnelle de 1993, est reconnu au même titre que les 6 religions déjà reconnues, et donc, mais on parle de mouvements philosophiques non confessionnels. La terminologie dans la Constitution est d'ailleurs un petit peu alambiquée de ce point de vue. Oui, je voulais dire que pour les Français, parce que bon, c'est quand même notre grand voisin, nous parlons la même langue, donc nous discutons souvent avec eux, le terme laïque en Belgique pose souvent un problème, parce que le terme laïque a 2 significations. Il y a la laïcité politique et la laïcité philosophique, si je puis dire. Et du coup, on ne sait pas toujours très bien de quelle philosophie, de quel sens on donne au mot laïcité. Est-ce qu'il s'agit de laïcité politique, donc on peut être laïque tout en étant chrétien, c'est-à-dire, voilà, enfin je crois qu'on s'entend bien entre nous, c'est considérer que les convictions de chacun doivent être respectées, qu'il ne doit pas y avoir de confusion entre l'État et les religions dans la gestion du pays, par exemple, et vice-versa, ça se passe dans les 2 sens, où le mot laïque est souvent entendu pour beaucoup de gens comme étant synonyme de athée ou agnostique. Et donc ça crée souvent une confusion, on l'entend souvent, moi-même je le vois avec mes étudiants, je dois faire la part des choses et bien leur expliquer voilà, ce que ça signifie. Alors qu'en France, il n'y a pas cette ambiguïté, il me semble que c'est typiquement belge cette ambiguïté, il me semble, hein, mais je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays. Et alors d'autre part, moi ce qui me frappe dans ce que tu as expliqué, et tu ne fais d'ailleurs que reprendre ce qui est écrit dans la législation, veille toujours être dans le champ, parce que ce sera un peu dommage. Autre chose, c'est qu'au fond, sont reconnus, bon, la laïcité dans son sens maintenant, qui devient un sens vraiment philosophique, c'est presque athée-agnostique, puisqu'on a créé ce cours maintenant, à la demande, je crois que c'est du CDH, des chrétiens, sauf erreur de ma part. Finalement, certains considéraient que ce cours de morale laïque
était un cours engagé philosophiquement. En tout cas, on l'a dit en tout cas à un moment donné dans la polémique. Je n'ai pas suivi ça de très près, donc toi tu pourras m'expliquer beaucoup plus de choses sans doute ou donner des précisions. Et donc c'est devenu presque un cours vraiment au sens philosophique du terme, alors que la laïcité telle que je crois nous la comprenons, c'est plutôt dans son sens politique, c'est-à-dire distinction, comme je disais tout à l'heure, entre État et d'autre part religion. Mais donc, il y a la laïcité, enfin le cours de morale laïque, il y a les 6 religions, mais qui sont des religions monothéistes. Or, il y a quand même, je le vois bien dans mon quartier, de plus en plus quand même d'Indiens qui tiennent des épiceries et tout, et qui sont des, pas seulement les Sikhs, il y a quand même beaucoup d'hindous. Donc pourquoi les religions polythéistes sont d'office exclues, comme si ne pouvait être légalisé que le monothéisme, sous ses formes différentes, et éventuellement l'athéisme et l'agnosticisme, même si au départ ce n'était pas compris comme ça par les laïcs. Et pourquoi pas le polythéisme? Je trouve que là il y a une forme d'intolérance vis-à-vis d'une forme de croyance particulière. Parce que quand même, les hindous dans le monde, ce n'est pas une petite secte, je veux dire, c'est plusieurs centaines de millions d'individus. Je veux dire que c'est quand même beaucoup de monde, hein? C'est pas une petite secte où il y a, je ne sais pas, moi, 2 millions de personnes sur Terre. Non, c'est des centaines de millions d'individus. Je me pose cette question-là. Pourquoi le polythéisme peut-être renvoie à l'Antiquité grecque, romaine, que sais-je, comme si là ça appartenait vraiment à un passé très lointain, aux Gaulois, aux Égyptiens, je ne sais pas. Je me pose la question, mais est-ce qu'un jour il ne faudra pas l'étendre aussi à l'hindouisme? Bien, alors d'abord... Il y a 2 questions. Il y a 2 questions. Il y a 2 questions. Je vais tâcher d'y répondre. Tout d'abord, cette confusion entre ce que tu as appelé la laïcité politique, hein, donc le combat pour que les institutions se laïcisent et donc mettent la religion à distance. Et puis d'autre part, la laïcité dite philosophique, c'est-à-dire une façon d'être au monde, une conception de la vie, cette confusion qui est propre à la Belgique essentiellement, il faudrait nuancer, parce qu'on la connaît un petit peu en France, parce qu'il y a un mouvement laïque en France, mais c'est beaucoup plus marginal. Cette confusion qui est propre à la Belgique est en effet une confusion délétère. Pourquoi est-ce une confusion délétère? Notamment parce qu'elle a amené à ce que l'on se méprenne sur le sens réel de la laïcité, et ça se voit notamment dans un arrêt du Conseil constitutionnel, et ce n'est pas rien, qui est précisément l'arrêt qui a conduit à ce que l'on puisse mettre sur pied ce cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement primaire et secondaire en Belgique francophone depuis maintenant 2 ans. L'arrêt de la Cour constitutionnelle date 2015. J'ai parlé, je crois, de Conseil constitutionnel. En Belgique, on parle bien de Cour constitutionnelle. C'est délétère. Pourquoi? Parce que, en effet, cet arrêt a considéré que le cours de morale, qui était autrefois le seul cours coexistant avec le cours de religion dans l'enseignement public, était un cours engagé. Ce qui contrevient parfaitement avec la façon dont il était généralement enseigné et organisé. Mais justement, en jouant de cette confusion entre laïcité politique et laïcité philosophique, la Cour constitutionnelle a considéré que ce cours était engagé, et ça a conduit à une série de choses, notamment à ce qu'aujourd'hui coexistent 2 cours qui en réalité devraient n'en être qu'un seul. C'est ça. Le cours de morale et le cours de philosophie et de citoyenneté. Alors, la chose positive, c'est qu'on a introduit la philosophie dans l'enseignement secondaire à l'école publique en Belgique, ce qui n'était pas le cas, et la Belgique était à la traîne par rapport à d'autres pays européens. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'on a complètement vidé le cours de morale de son sens et qu'on a maintenant 2 cours qui, en réalité, devraient n'en faire qu'un. Voilà, c'est une incise, mais cela permet de comprendre à quel point les mots, quelquefois, peuvent être des traîtres, ou en tout cas
Ils peuvent véhiculer l'usage que l'on en fait peut-être... Et peuvent être instrumentalisés par des groupes politiques aussi. Hein. Alors, ma conception des choses, mais ce n'est jamais que la mienne, c'est que la laïcité est une chose très française et qu'elle est difficilement exportable. Donc j'ai toujours beaucoup de peine quand on parle de laïcité hors la France. Je crois que la laïcité, c'est à la fois la séparation, très claire, des églises et de l'État, mais c'était aussi un enjeu idéologique. C'est en quelque sorte la République, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est ce que la République draine de valeurs, de manière de considérer ce que doit être l'État. Et je crois que là, on a une spécificité française qui est difficilement exportable. En revanche, je crois que le phénomène de laïcisation, lui, doit être pris en compte, et que la Belgique est un des pays, précisément, où la laïcisation était inscrite dans les gènes de ce pays, dans son ADN, parce que la constitution dont s'est dotée la Belgique en 1831 est une constitution extraordinairement libérale. Elle a 80 ans d'avance pratiquement sur la France. La France organise la séparation de l'Église et de l'État en 1905 par une loi, la fameuse loi de séparation 1905. La Belgique inscrit dans sa constitution de 1831 non seulement la séparation, une séparation absolue, dira d'ailleurs la Cour de cassation quelques années plus tard, mais de surcroît, dans le même article constitutionnel, aujourd'hui l'article 21, elle inscrit la prééminence de la loi civile sur la loi religieuse, ce qui est l'essence même de la laïcité. Donc on peut considérer que la Belgique est, alors je vais utiliser l'adjectif, est plus laïque en quelque sorte que la France à certains égards. Mais à certains égards, nous nous égarons aussi, et donc je vais quand même revenir au fil de notre discussion et tenter de poursuivre cette typologie des manières que l'on a en Europe d'organiser, je veux bien, d'organiser les relations entre l'État et les cultes. Donc j'avais commencé en disant qu'il y a des pays de l'Europe où il n'y a pas de statut accordé au culte, la France, les Pays-Bas, la République d'Irlande. Il y a des pays, à l'instar de la Belgique, ou à l'instar de l'Autriche, ou à l'instar de la Pologne ou de la Finlande, où il y a des cultes qui sont reconnus, qui sont enregistrés. C'est une décision unilatérale de l'autorité publique. Elle reconnaît les cultes, éventuellement elle va les financer, elle va leur octroyer un certain nombre de privilèges. Il y a une troisième situation que l'on connaît dans certains pays européens ou dans certaines régions de l'Europe, parce que là aussi il faut être précis. C'est un système conventionnel, dans lequel j'inclus ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le concordat. Qu'est-ce que c'est un système conventionnel? Qu'est-ce que c'est un concordat? C'est un traité de droit international entre un État et le Saint-Siège, et qui organise les rapports entre l'État en question et l'Église catholique dans le pays concerné. Mais ça se négocie entre l'État et l'État souverain, cet autre État souverain qu'est le Vatican par le truchement du Saint-Siège. Ça, c'est le concordat. Mais il n'y a pas que le concordat. Le concordat concerne l'Église catholique, mais il y a d'autres formes de relations contractuelles, conventionnelles, qui organisent les relations entre un État et une religion instituée. Et donc, dans plusieurs pays d'Europe, on a ce type de relations contractuelles. On n'est plus dans une décision unilatérale de la puissance publique, on est dans un contrat entre deux parties qui négocient et qui vont signer un accord. Et ça se rencontre en Italie, ça se rencontre en Espagne, ça se rencontre en Allemagne, en Tchéquie, au Portugal, en Pologne, dans une série de pays européens. On a ainsi des relations contractuelles entre l'État et des religions. Et puis, il y a... Ici, tu fais état uniquement d'États qui ont une tradition, je dirais, entre autres catholique.
mais dans les pays comme la Grèce, où la religion a tellement d'importance, où on voit que la prestation de serment du Premier ministre se fait avec la présence du métropolite, le crucifix, comme en Espagne d'ailleurs, et dans les pays orthodoxes, comment ça se passe? Et dans les pays, voilà, il y a encore d'autres pays où le protestantisme a beaucoup d'importance aussi. Mais dans les pays où le catholicisme n'a pas le poids qu'il a pu avoir, est-ce qu'il y a aussi des systèmes de type concordataire? Comment ça se passe? Alors, je vais terminer ma typologie par le dernier modèle qui concerne notamment la Grèce, mais en insistant sur le fait qu'il ne faut pas se faire une idée déformée de la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas fonction nécessairement de la religion dominante. Donc ce n'est pas parce que le catholicisme ne serait pas dominant qu'il n'y aurait pas de relation contractuelle avec d'autres religions instituées. Je vais y revenir dans un instant. Le dernier modèle, donc outre les pays qui n'ont pas de statut des cultes, outre les pays qui ont une reconnaissance de certains cultes, outre les pays où il existe une relation conventionnelle, contractuelle avec certains cultes, il y a les pays où il existe toujours, alors nous sommes en 2019, où il existe toujours une religion d'État. C'est le cas de la Grèce, c'est ça, où la religion orthodoxe est religion d'État. C'est le cas du Royaume-Uni, où l'Église anglicane est religion d'État. C'est le cas, et je devrais d'ailleurs préciser, c'est en Angleterre, c'est pas sur l'ensemble du Royaume-Uni, c'est en Angleterre, une des composantes du Royaume-Uni. Et c'est le cas notamment au Danemark, où la religion luthérienne est religion d'État. Et c'est dire que ce n'est pas fonction d'abord de la religion, là on a trois religions tout à fait distinctes, et ensuite ce n'est pas fonction non plus du degré de sécularisation. La Grèce est un pays encore très orthodoxe, où beaucoup de citoyens grecs se reconnaissent dans la religion orthodoxe et ne conçoivent leur citoyenneté grecque que sur base du binôme nation-religion. Et donc là, il y a une certaine logique à ce que peut-être l'orthodoxie soit toujours religion d'État. En revanche, il y a des pays comme le Danemark où la sécularisation a fait son œuvre. Le Danemark est un pays où la croyance en Dieu s'est considérablement affaiblie, c'est un pays très libéral à certains égards. Au sens philosophique du terme, je veux dire, bien libéral, sûr, oui. Même si on sait que la droite populiste y a connu quelques succès ces 20 dernières années, mais c'est un pays très libéral sur le plan des mœurs, du moins, et malgré tout, il demeure une religion d'État, la religion luthérienne, et ça a beaucoup d'incidence évidemment sur le fonctionnement institutionnel du Danemark. Le Royaume-Uni, en tout cas l'Angleterre, est un pays qui lui aussi a connu une forte sécularisation, où malgré tout, la religion anglicane continue à être une religion d'État, où le souverain, la reine pour l'instant, est le chef de l'Église anglicane. Donc ce n'est pas fonction de la sécularisation. Donc on a une Europe, pour résumer, on a une Europe qui, d'une part, a connu une très forte sécularisation. Sur l'échelle de la planète, c'est en Europe, et en particulier en Europe occidentale, que l'on a connu la sécularisation la plus forte, c'est-à-dire le détachement à l'égard de la religion, à l'égard des prescrits, des normes religieuses. La Belgique en témoigne, les Pays-Bas, la Tchéquie est un pays extrêmement sécularisé, le Danemark, la Suède, la Norvège, que sais-je encore. Donc, forte sécularisation en Europe, phénomène important. Continent où on a une convention européenne des droits de l'homme qui affirme très clairement la liberté de conscience et la liberté de religion. Et puis des solutions très variées qui ont été choisies pour organiser les relations entre l'État et les cultes. Est-ce qu'on peut parler de bricolage ou... Je ne pense pas que ce soit véritablement un bricolage, c'est vraiment le produit de l'histoire de chacun des pays européens, mais peut-être est-ce un bricolage dans le sens où il y a eu des dynamiques dans chacun des pays. C'est-à-dire que forcément la sécularisation a eu un impact, et qu'il y a des privilèges qui autrefois étaient accordés aux églises, ou aux religions instituées, qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais c'est en général
tout d'abord, ce sont des systèmes où il n'y a pas de séparation parfaite, nulle part. Même en France, il n'y a pas de séparation parfaite. L'État continue à accorder des privilèges à certaines religions instituées au détriment des autres, premièrement. Deuxièmement, ces privilèges sont des privilèges souvent importants, non seulement en termes de financement direct des cultes sur le budget des pouvoirs publics, mais également en termes d'avantages fiscaux qui sont accordés aux églises. Et quand on sait que dans certains pays comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, les églises possèdent des restaurants, des musées, des sites touristiques, des hôtels, il y a là, du fait des privilèges fiscaux dont elles jouissent, il y a une distorsion de concurrence qui montre qu'il y a un problème au regard des lois de l'Union européenne. Et donc on a là un problème. D'ailleurs, un certain nombre de voix se sont fait entendre au Parlement européen, notamment, pour dire qu'il y avait là une distorsion de concurrence qui contrevenait au libéralisme fondamental, là je parle en termes économiques, qui est celui de l'Union européenne. Et ne parlons pas, évidemment, tu as bien expliqué que c'était une religion d'État, une religion officielle, de la Grèce, où on a bien vu que lorsque l'économie s'est effondrée, il y a eu des grands débats pour savoir s'il ne fallait pas imposer, même lourdement, l'Église, qui est encore sur un système de l'Ancien Régime, avec, comme ça pouvait être le cas il y a encore 200 ans en France, mais on a dit, mais si on les impose, du coup, il n'y a plus de sécurité sociale non plus, parce qu'en fait, c'est l'Église orthodoxe qui assure toute une série de missions, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, par rapport à la pauvreté, par rapport à la distribution de repas gratuits, etc. Donc il fallait repenser en fait tout le système, mais à ce moment-là, ce n'était pas possible. Mais donc il y a eu ce problème de l'imposition de l'Église, qui est un grand propriétaire foncier, et en même temps, cette imposition, c'est l'argument qui est avancé par beaucoup de gens, c'est-à-dire, mais à ce moment-là, mais que vont faire les gens ? Parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de ça, on ne veut même plus leur accorder le droit d'aller à la soupe populaire qui est en fait donnée par l'Église. Je sais que ça, on a discuté de ça à un moment donné, en Grèce. En réalité, en Grèce, oui. Mais bon, c'est un épiphénomène, donc je ne vais pas trop m'attarder à ce propos, je vais en venir à l'essentiel, mais c'est vrai qu'en Grèce, le parti qui à ce moment-là était au pouvoir, le parti Syriza, assez radical de gauche, n'est en réalité pas parvenu à imposer à l'Église orthodoxe, qui est extrêmement puissante, comme tu l'évoquais, n'est pas parvenu à lui imposer ce qui pourtant était dans son programme électoral, c'est-à-dire qu'elle contribue avec ses moyens au redressement économique du pays. Mais c'est un épiphénomène, bien sûr. Je ne vais pas trop m'attarder à ce sujet. Ce que je voudrais dire de manière générale, c'est deux choses. D'une part, que le fait que les pouvoirs publics accordent des privilèges à certaines églises ou à certaines confessions, les financent, ce n'est bien sûr pas simplement un cadeau qu'on leur fait. Et ça rejoint ta remarque, à savoir que si l'on finance ainsi, si on accorde des privilèges à ces églises et à ces confessions, c'est au nom d'un principe qu'on intitule l'utilité sociale des églises, et qui veut qu'elles remplissent une série de missions éducatives, sociales, philanthropiques et même sanitaires. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, les grandes religions financées par les pouvoirs publics en Allemagne, elles le sont d'une manière très importante au moyen d'un impôt qui est directement prélevé au bénéfice de ces religions. Comme ça qu'on sait d'ailleurs à quelle religion adhère chaque Allemand, parce qu'il est obligé de déclarer à son employeur, puisque ça va figurer sur sa fiche d'impôt. Oui, on doit dédicacer son impôt, hein, c'est ça. On doit dédier son impôt, effectivement, à l'Église à laquelle on appartient. Et cela a comme conséquence que l'État a abandonné aux religions une série de missions qui, ailleurs, sont des missions assurées par l'État. Missions éducatives, missions sanitaires, missions sociales, qui sont très importantes. Les églises sont le deuxième employeur en Allemagne après l'État. Donc il n'y a pas autant de prêtres, de pasteurs, de curés qu'il y a de fonctionnaires, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent
pour des institutions religieuses et pour remplir des missions éducatives, sanitaires, sociales et autres. Et donc c'est un élément essentiel. Et tu évoquais le cas de Grèce. C'est vrai que si l'on avait coupé les vivres aux églises, rassurons-nous, elles restent riches malgré tout, mais elles auraient peut-être pu invoquer le fait qu'elles ne disposaient plus des moyens pour mener à bien une série de missions qu'autrefois elles menaient. L'argument tenait la route, peut-on considérer. C'est le premier élément que je voulais évoquer. Le deuxième élément que je veux évoquer, est-ce que tu manière de répondre à une question que tu m'as posée tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas encore répondu, c'est qu'effectivement, dans les pays d'Europe, ces statuts, ces privilèges sont accordés à des confessions religieuses. Non, et des confessions religieuses, je dirais, assez classiques, assez solidement ancrées dans l'histoire du continent européen. Les diverses confessions protestantes, bien sûr la religion catholique, le judaïsme, parfois, pas toujours, l'islam conquiert difficilement sa part du gâteau. Mais ça a deux conséquences. D'une part, c'est que c'est au bénéfice des religions, et très rarement, à l'exception de la Belgique, au bénéfice des convictions non religieuses. Donc en Belgique, on l'a dit, le pilier non confessionnel de la société perçoit une part de ce gâteau. Ce n'est le cas pratiquement nulle part en Europe. En tout cas pas dans un pays entier comme est la Belgique. C'est le cas dans certaines municipalités ou certaines régions. Et en Belgique, c'est le centre d'action laïque. En Belgique, c'est ce qu'on appelle le Conseil central laïque, dont le centre d'action laïque est une composante. Deuxième observation, tu parlais des polythéismes asiatiques en montrant la discrimination, c'est qu'effectivement, rares sont les pays où l'hindouisme et le bouddhisme ont été reconnus. C'est le cas en Italie. Ah bon? C'est le cas en Italie. Je ne savais pas. C'est le cas dans quelques autres pays où ils ont un statut intermédiaire d'enregistrement qui ne leur accorde pas les mêmes privilèges que les confessions chrétiennes, disons, pour faire court. Et pour revenir à la Belgique, même s'ils ne figurent pas dans les 6 religions reconnues ni dans le pilier dit laïque, le bouddhisme en particulier et l'hindouisme à suivre sont déjà pris en considération pour une reconnaissance à venir. Alors il faudra que le Parlement en décide, mais il y a des avant-projets de loi qui ont été déposés sur la table du Parlement fédéral et qui devraient aboutir, mais ces dossiers traînent depuis des années, mais devraient aboutir dans les années à venir à une reconnaissance, de sorte qu'il y aurait une égalisation et que les bouddhistes et les hindouistes puissent bénéficier d'une situation analogue à celle des religions instituées qui sont reconnues. Et alors, il y a une loi spéciale de financement pour les cultes et les convictions, parce qu'il faut, je veux dire, on parle toujours des difficultés qu'ont les finances publiques. Bon, je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Enfin, c'est prévu légalement, d'accord, mais il faut que l'État soit en capacité de pouvoir effectivement mener à bien, comment dirais-je, une législation qui aurait été votée. Donc je me pose cette question-là, parce que, évidemment, maintenant, ça ne représente très peu de choses, mais comment on partage le gâteau en Belgique? Parce que j'ai toujours entendu, mais je ne suis pas spécialiste de la question, que l'Église catholique avait la grosse part du gâteau, que ça ne correspondait plus du tout à la pratique religieuse aujourd'hui. Je ne sais plus, tu connais certainement la clé de répartition pour l'Église catholique par rapport aux autres cultes et convictions, mais enfin, la pratique religieuse dans les églises est quand même devenue très très faible. Est-ce qu'à un moment donné, je sais bien qu'on est dans un pays particulier, ou un pays de compromis, de tradition quand même catholique, mais est-ce qu'on prévoit, est-ce que certains partis politiques osent avancer, parce que je dis bien osent, parce qu'ils ont d'autres priorités, donc ils ne vont pas se mettre dans des situations difficiles, mais osent avancer une nouvelle clé de répartition un jour, basée... Je te pose la question, parce qu'en Belgique, tout est question d'équilibre très fragile, et c'est un peu du donnant-donnant, voilà, qui a été mis en place, entre autres, lors
comment dirais-je, allez, je ne trouve plus le terme maintenant, 59, 58, 59. Le pacte scolaire. Le pacte scolaire, voilà. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on oserait remettre en question certaines choses, même si évidemment ça peut être dans la tête des gens, mais ils se disent, ben non, on ne va surtout pas soulever le couvercle de la marmite, parce que on a déjà tellement de problèmes sur le plan communautaire et autres, que là, on n'y touche certainement pas. Surtout que ça ne représente peut-être pas, sur le plan financier, des sommes énormes. Je n'en sais rien. De nouveau, je préfère montrer mon ignorance, mais en tout cas, j'ai conscience de ce type de problème, qui pose un problème, en tout cas, sur le plan au moins rationnel et au moins sur le plan éthique. Alors, je terminais par cela tout à l'heure, la décision de reconnaître un culte ou une conviction philosophique est une décision en Belgique qui relève du Parlement fédéral. Mais elle entraîne des conséquences budgétaires à tous les niveaux de pouvoir, au niveau fédéral, au niveau des régions, au niveau des communautés, des provinces et même des communes. Et des communes. Oui, voilà. Et donc, dès lors qu'il y a reconnaissance, cela entraîne l'obligation à chaque niveau de pouvoir, depuis l'État central jusqu'aux collectivités locales, cela entraîne l'obligation d'aider les religions instituées et le mouvement laïque sur le plan financier. L'impact budgétaire est très important. Grosso modo, bon an, mal an, on tourne autour de 600 millions d'euros, tout niveau de pouvoir confondu, et ceci sans compter le manque à gagner fiscal pour un État qui accorde un certain nombre d'exemptions fiscales aux différentes religions reconnues. Donc ce sont des montants importants. Alors, nous arrivons au thème de l'entretien, et donc je ne vais pas m'apesantir sur les détails techniques, parce que c'est extrêmement complexe. Je pourrais le faire, j'y ai consacré un ouvrage, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Mais effectivement, la clé de répartition assure à l'Église catholique environ 80 à 82% de part du gâteau total, de ces plus de 600 millions annuels au budget de l'État et des différents autres niveaux de pouvoir, ce qui ne correspond en effet pas au paysage convictionnel. D'après les enquêtes d'opinion, en tout cas. D'après les enquêtes d'opinion qui sont faites, qui montrent que à peu près la moitié des Belges se reconnaissent dans la culture catholique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont à la messe dominicale. Il y a à peu près, la fréquentation est de l'ordre de 3%. Mais la Belgique est un pays complexe, où à la fois le taux de croyance en Dieu est très bas, où la désaffection à l'égard des églises et l'Église catholique est très bas, où seulement 50% aujourd'hui des Belges se reconnaissent culturellement du catholicisme, mais dans le même temps où une majorité de Belges continuent à mettre leurs enfants à l'école privée catholique. Pour des raisons aussi sociologiques, hein, souvent. Pour des raisons diverses. Oui. On ne va pas entrer dans le détail de ce débat, qui est effectivement complexe et sensible, mais c'est pour dire que on ne peut pas non plus voir les choses de manière unilatérale. Donc à la fois la sécularisation est forte, mais il reste quelque chose de très prégnant de l'adhésion, même par la bande, à une identité catholique, ce qui est évidemment un argument pour maintenir, aux yeux de certains, un financement important de l'Église catholique au détriment d'autres courants. Surtout qu'il y a peut-être des différences entre le nord et le sud du pays aussi, dans les pratiques religieuses et les convictions. Alors qui pourraient là perturber, je ne sais pas. Elles se sont considérablement amenuisées. Parce que historiquement, il y a des distinctions, mais je dirais que là il faut plutôt affiner, c'est sur un plan sous-régional que les distinctions sont plus fortes. Bruxelles incarne à merveille le paradoxe belge, alors que Bruxelles est à la fois la ville où la fréquentation religieuse est en croissance, du fait du dynamisme de l'islam et surtout du protestantisme évangélique, oui, c'est ça. Dans une moindre mesure de l'orthodoxie, mais qui gagne du terrain, du fait des migrations en provenance de l'Europe de l'Est. Et puis dans le même temps, Bruxelles est un bastion
de la laïcité, est un bastion du libéralisme, est oui, un bastion voilà, de la sécularisation. C'est la région de Belgique où il y a le plus d'enfants qui naissent hors des liens du mariage, où il y a le plus d'unions entre personnes de même sexe, en proportion, je veux dire. Et donc Bruxelles rassemble tous les paradoxes de ce pays. C'est une région où les convictions sont très importantes, apparemment. Qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient, peu importe, puisque tu évoquais des pratiques liées au style de vie, au mode de vie, voilà, à la famille, donc où les convictions semblent être particulièrement importantes. Quelles que soient d'ailleurs les convictions qu'on ait, hein, quelles que soient les convictions qu'on ait. En témoigne le fait que nulle part ailleurs, en Belgique, et je crois même en Europe, on a comme à Bruxelles plus de 50% des enfants qui suivent un cours de religion, qui suivent le cours de religion musulmane à l'école publique. 50%. On est aujourd'hui autour de 50%. C'est considérable et ça témoigne de l'évolution du paysage socio-religieux de la capitale et de la région capitale. Et quel est le nombre d'écoles confessionnelles musulmanes qui sont subsidiées par l'État? Ah, il y en a très peu. Très peu. Sur les doigts d'une main. Et comment expliquer cela? Qu'il y ait 50% des enfants qui suivent le cours de religion musulmane dans l'enseignement public, quelque part tant mieux, parce que ça leur permet de croiser des tas d'autres gens, mais encore, il faut voir si c'est vraiment le cas. Et puis le fait qu'il y ait eu si peu de demandes, j'imagine, pour créer des écoles, voilà, avec... ayant dans leur projet éducatif, donc dans le projet d'établissement, donc une éducation musulmane. C'est une aventure de mettre sur pied une école. C'est trop récent peut-être aussi. C'est quelque chose de très difficile, oui. de créer une école, de trouver les financements nécessaires pour la mettre sur pied, parce que dans les premières années, il faut être en autofinancement, et obtenir, en répondant à un cahier des charges très précis et très contraignant, répondre aux critères des pouvoirs publics pour pouvoir, au bout de plusieurs années, être financé par les pouvoirs publics comme établissement libre subventionné. Et c'est un des motifs essentiels pour lesquels il y a eu peu de création d'écoles. Parce qu'à ma connaissance, il y a au moins 3 écoles juives. Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être plus, je ne sais pas. Mais à une certaine époque, il y en avait au moins 3 à Bruxelles. Je pense qu'il n'y en a plus que 2 ah bon, il y en a peut-être une qui a à Bruxelles, mais je me trompe peut-être. Mais enfin, quand on voit la proportion, il y en a beaucoup plus à Anvers. Ah oui, oui. Mais ces écoles sont le fruit d'une longue histoire. Souvent, elles ont été créées pour certaines au début du XXe siècle, pour d'autres après la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on est dans un contexte aujourd'hui tout à fait différent. Et puis certains parents simplement font le choix de mettre leurs enfants à l'école publique où il y a un cours de religion musulmane, ou de les mettre dans l'enseignement libre catholique où il y a des arrangements possibles avec les autorités de l'école pour que les enfants musulmans puissent vivre leur religion au sein de l'établissement. Donc, disons qu'il n'y a pas nécessairement une demande forte de création d'écoles musulmanes, mais en outre, ces créations sont extrêmement difficiles. Mais c'est vrai que Bruxelles est une ville qui, au regard des autres capitales européennes, est une ville qui est marquée du sceau de ce paradoxe que j'évoquais, et aussi du sceau d'une dynamique religieuse musulmane et protestante évangélique, c'est très intéressant, qui est tout à fait fondamentale. C'est quelque chose que je ne savais pas et que je suis heureux d'apprendre parce que ça me permet de sortir de mon ignorance et voilà, voilà, ça me paraît quelque chose qui me paraît très important, d'autant plus que nous arrivons à la fin de cet entretien. J'ai remarqué que depuis un quart d'heure, tu as bien fait une distinction, en tout cas, tu parlais antérieurement beaucoup de laïcisation et à partir d'un certain moment, tu n'as plus parlé que de sécularisation. Je voudrais terminer là-dessus. Est-ce que tu fais vraiment une différence entre les deux termes? Parce que souvent, il y a aussi, on utilise l'un ou l'autre terme pour finalement dire la même chose. Est-ce que dans ta tête, il y a vraiment, il s'agit de deux phénomènes vraiment différents? Oui, j'ai utilisé les deux termes dans des sens qui ne sont pas les mêmes, et je suis pour cela un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est un homme que je connais bien et qui est en quelque sorte mon maître en la matière, qui s'appelle Jean Bobéro,
Jean Ah oui, Bobéro, oui. historien français des religions et de la laïcité. Jean Bobéro a écrit de nombreux ouvrages consacrés au sujet, et il fait cette distinction entre sécularisation et laïcisation. La sécularisation étant, je simplifie, mais la sécularisation étant le fait que les sociétés se détachent progressivement des religions et des normes instituées par les religions, et il distingue cette sécularisation de la laïcisation, qui lui est le phénomène institutionnel, C'est ça. non pas de décrue sociologique du religieux, C'est ça. mais de diminution de l'impact du religieux dans les institutions de l'État et des différents niveaux de pouvoir. Cette distinction est essentielle et moi il me paraît important de ne pas confondre les deux termes qui ont une portée tout à fait différente. La sécularisation est un phénomène qui est l'aboutissement de l'histoire de la société. La laïcisation, c'est un choix dans le chef des pouvoirs publics de diminuer l'impact de la religion, et c'est, disons, une manière d'accroître la séparation entre l'État et la religion. Eh bien, je te propose de terminer là-dessus avec cette précision d'ordre terminologique, parce que les termes ont créé dans le passé, et peut-être encore aujourd'hui, de nombreux conflits, y compris des guerres de religion. C'est disputé parfois pour la compréhension d'un terme. Et donc je crois que tu as bien fait de distinguer ici les deux termes en leur donnant à chacun le sens que tu leur donnes, suivant cela Jean Bobéro. Voilà, en tout cas, c'était passionnant pour moi, et j'en suis sûr aussi pour nos auditrices et nos auditeurs de t'entendre. J'espère bien pouvoir un jour, parce que je sais que tu es un homme très occupé, pouvoir te réinterroger, parce que tu as quand même de très nombreux ouvrages à ton actif, et je trouve que un de nos rôles pour nous, enseignants, est quand même de transmettre par les différents moyens qui nous sont accessibles grâce aux technologies modernes, voilà, le savoir d'une manière générale, et je crois que ce mode de transmission sous la forme d'entretien a fait ses preuves, comme je peux le voir régulièrement en voyant les statistiques d'écoute de cette chaîne. Et alors, bien entendu, tu es professeur, et donc ça se sent, tu as toujours expliqué les choses de manière très claire, très systématique, et c'est évidemment une des qualités essentielles d'un professeur que d'être un bon pédagogue. Encore un très grand merci, Merci. et je l'espère à la prochaine fois. À bientôt.